Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo vient après beaucoup de temps d'absence. C'est vrai que j'ai connu une période de Covid qui m'a empêché d'intervenir et puis bon, j'ai eu aussi d'autres interventions. Donc cette nouvelle vidéo contribue donc à une nouvelle playlist que vous aurez donc sur l'élaboration et l'exécution du budget d'une commune de moins de 3500 habitants. Alors c'est vrai que c'est une catégorie de collectivités qui finalement sont les moins bien servies, et donc je me suis dit, tiens, allons-y gaiement. Vous aurez 4 vidéos qui se succéderont, donc à nous de prendre en compte ces différents modules. Les 2 premiers modules seront des modules pour consacrer donc à l'élaboration du budget de la collectivité. Les 2 derniers modules seront consacrés plus ou moins à l'exécution de notre budget. Voilà, alors j'y vais tranquillement avec la bibliographie que je puisse vous conseiller. 3 bibliographies que vous trouverez sur les 3 sites internet que vous voyez donc à l'écran: collectivités locales, Légifrance et les sites préfectoraux. Donc je vais les reprendre successivement. Collectivité locale. Alors sur la page de gauche, vous voyez donc la page de garde du moment, bien sûr, puisque ça change sans arrêt. Et je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur le référentiel M57, donc tout ce qui a trait aux instructions budgétaires et comptables. Je crois que c'est important, puisque effectivement, vous allez vous retrouver avec progressivement un nouveau référentiel qui va s'imposer à l'intégralité des collectivités locales. Alors je crois que c'est vrai que j'aurais pu prendre la M14, faire de l'archéologie à un moment donné, bon, ça peut très bien aller, mais je ferai une intervention calée sur la M57, adaptée aux petites collectivités. Deuxième source, Légifrance. Alors plutôt, je dirais même les journaux officiels. Vous avez une rubrique qui s'appelle les documents administratifs, que vous voyez sur la page de gauche. Et je vous invite à télécharger notamment la M57, donc intégralement reliée. C'est vraiment un bel ouvrage qui servira pour la construction de notre budget, mais aussi l'exécution. Enfin, troisième et dernier document, les sites préfectoraux. Alors je ne vous cache pas que c'est le genre de sites qui sont de valeur inégale. J'ai retenu celui du Bas-Rhin puisque je trouve qu'il est vraiment bien, et pourquoi ne pas l'utiliser si vraiment il est bien construit. Vous avez généralement une circulaire annuelle qui est là pour vous informer sur les nouveautés. C'est une circulaire qui fait office de voiture-balai, et donc effectivement vous aurez les dernières nouveautés, certes, mais aussi les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce qu'on attend de vous dans le cadre de la transmission au contrôle de légalité de votre budget. Donc, à télécharger aussi. Alors, il faut le télécharger, bien sûr, pour l'année 2022, bien sûr, mais c'est un exercice que je vous conseille de faire pour les années suivantes, pas précédentes, de manière à construire dans votre répertoire informatique, je dirais, une belle collection qui sera susceptible de vous donner l'explication le moment venu. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, sur les sites internet, les collections au bout d'un moment disparaissent, et puis alors pour après retrouver la bonne version, c'est toujours un problème. Donc, à vous de le constituer progressivement et de vous y retrouver, donc voilà. Alors je vais aller sur d'abord les principes budgétaires pour rappeler en définitive ce qui nous concerne. Donc les principes budgétaires, dont je rappelle, sont issus notamment du décret du 7 novembre 2012, qui viennent réaffirmer ces principes qui étaient déjà existants. Alors, pour la présentation de tous ces principes budgétaires, je rappellerai que vous avez, et je commencerai avec le principe d'annualité budgétaire, vous allez avoir une phase de prévision, donc cet espace de temps qui vous sépare du vote du budget, mais aussi la partie exécution, donc tout cet espace de temps que vous avez à votre disposition une fois que le budget est voté. Alors j'aborde le principe d'annualité budgétaire. Autant être très clair, le principe d'annualité budgétaire,
C'est un principe qui veut qu'un budget de collectivité est calé sur l'exercice civil du 1er janvier au 31 décembre. Alors, je vais commencer par le début d'exercice. Alors, normalement, si vous êtes comme l'État, vous allez adopter votre budget au mois de décembre. Si c'est par exemple le budget primitif 2022, vous pouvez l'adopter au mois de décembre 2021. À ce principe, vous avez un certain nombre d'aménagements, je ne dirais pas d'exception. Vous avez la date du 15 avril que vous voyez apparaître sur ce document, si vous êtes en année normale, et 30 avril si c'est une année de renouvellement électoral. Alors, c'est vrai que l'année 2020 est une année qu'il faudra classer dans les exceptions des exceptions, puisqu'avec le Covid, nous avons pu être amenés à adopter le budget au mois de juillet de l'année 2020, ce qui était quand même une performance. Alors, vous allez voter un budget primitif, certes, qui est le premier budget, mais vous allez aussi voter des budgets correctifs qui s'appellent décisions modificatives, et vous aurez toujours en prévision la possibilité d'aller jusqu'au 21 janvier, alors si c'est l'année 2022, jusqu'au 21 janvier 2023, vous avez bien entendu. Alors j'ai bien précisé les cas de figure. Vous avez des ajustements de crédit de fonctionnement, des ajustements de crédit qui ont été engagés avant le 31 décembre. Donc si c'était par exemple l'année 2022, 31 décembre 2022, les opérations d'ordre aussi, donc elles peuvent être adoptées. Alors par opération d'ordre, généralement, vous avez des opérations qui peuvent se dérouler dans une seule section ou entre sections. Donc on parle de mouvement entre sections. Alors j'avoue que en explorant, je dirais, les possibilités juridiques, ça ne veut pas dire pour autant que psychologiquement ce ne serait pas perturbant. Donc généralement on le retrouve plutôt dans l'année plutôt que de se retrouver dans cet extrême. Voilà. Voilà ce que je puis dire donc en début d'exercice. Les aménagements, il existe aussi dans le cadre de l'exécution budgétaire en début d'année. Si vous n'avez pas un budget au mois de janvier, février, mars, et même début avril, vous pouvez quand même commencer à exécuter ce budget. Le principe, alors pour le fonctionnement, eh bien vous allez pouvoir, je dirais, avoir aucun problème en matière de recettes. Donc vous pouvez quand même encaisser des recettes, quand bien même vous n'avez pas de budget, quand bien même il y aurait une ligne égale à 0. Vous pouvez donc faire ces opérations sans aucun problème. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, vous devez bien avoir à l'esprit que hors crédit AE, donc AE comprenant en autorisation d'engagement, eh bien vous pouvez donc procéder aux différentes étapes que nous reverrons un petit peu plus tard, à savoir l'engagement, la liquidation et les mandatements des dépenses. Donc là, il n'y a aucun problème en dehors des crédits d'autorisation d'engagement. Pour ce qui est de l'investissement, alors la fameuse barre d'écart des crédits ouverts l'année précédente, que nous avions déjà en M14, est renouvelée. Alors bien évidemment, cette barre se retrouve pour toutes les crédits hors AP, donc comprenant hors autorisation de programme, et hors aussi le remboursement du capital de la dette que vous allez retrouver lui aussi donc en section d'investissement. Alors, ces quelques exceptions rappelées, il convient de bien avoir à l'esprit, il faut une délibération. Donc, ok, vous avez une barre de 1/4 des crédits de l'année précédente, comprenant BP plus DM, plus BS le cas échéant, mais pour autant, il faut une délibération, pas de délibération, pas d'exécution possible, en attendant le vote du budget. Alors, j'en arrive à la fin de période. Alors, nous avions vu tout à l'heure jusqu'à quand nous pouvions voter des DM, donc jusqu'au 21 janvier, on l'a vu tout à l'heure les cas de figure. En matière d'exécution en fin de période, nous avons la pratique facultative, je le rappelle, de ce qu'on appelle la journée complémentaire. Donc, comprenons l'exécution uniquement en section de fonctionnement des dépenses, mais aussi des recettes, donc qui ont connu, qui ont la possibilité donc d'être mandatés ou titrés donc pendant le mois
de janvier de l'année suivante. Alors faut-il, je le rappelle, que cette pratique soit prévue par l'ordonnateur et le comptable, donc il faut un accord au préalable, et si c'est le cas, donc vous pourrez donc émettre des mandats et des titres de recettes de fonctionnement. Donc voilà, on le fait pas. Je rappelle quand même, je l'ai mis en deuxième partie de ce tableau, que faut-il qu'il y ait eu un service fait pendant l'exercice. Alors un service fait pour les dépenses et un droit constaté pour ce qui est des recettes. Donc effectivement, c'est quand même intéressant d'avoir ces opérations de rattachement que vous allez faire en section de fonctionnement. Alors, ok, je vais passer cette fois-ci à l'unité budgétaire. L'unité budgétaire, il faut comprendre que vous avez un principe qui est issu du 19e siècle, qui prévoyait la chose suivante: les dépenses et les recettes doivent figurer sur une seule et même page. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce principe tient la route au 21e siècle ? Je suis allé dans des collectivités où nous dépassons facilement les 1000 pages pour un seul et même document budgétaire, donc autant dire, ce principe a vécu, il connaît des aménagements, là aussi. Alors le premier aménagement, je dirais que vous n'avez pas en matière budgétaire un budget, vous avez des étapes budgétaires qui, mises bout à bout, constituent un seul et même document, le budget. Alors, la première étape, c'est le budget primitif. Alors, ce n'est pas un budget de sauvage, c'est un budget, le premier, dans l'ordre cardinal. La décision modificative, eh bien, vous avez une décision dès lors que vous avez envie de changer le premier budget. En dépenses, en recettes, en fonctionnement, en investissement. Vous allez avoir des décisions modificatives tout au long de l'année, certes. Et si une de ces décisions modificatives vient à reprendre les résultats de la gestion précédente, on appelle la décision modificative budget supplémentaire. Donc tout le monde n'a pas forcément un compte administratif de l'année précédente qui sera voté après le budget primitif. Le compte administratif. Alors le compte administratif n'est plus comme les documents précédents, c'est-à-dire le budget primitif et la décision modificative, n'est plus un document d'autorisation ou de prévision. Là, nous sommes sur un document qui est un véritable document final. Vous n'autorisez rien, vous ne prévoyez rien. Vous dites combien vous avez dépensé, combien vous avez encaissé, et à l'issue de ces deux constats, vous serez en mesure de définir quels sont les soldes pour chacune des deux sections que sont le fonctionnement et l'investissement. Donc voilà le premier aménagement à ce principe donc d'unité budgétaire. Je dirais aussi que vous n'avez pas un seul budget, vous avez parfois plusieurs budgets. Vous allez avoir un budget principal, certes, mais vous aurez aussi des budgets que l'on qualifie d'annexes. Alors, ils vont être de nature différente. Certains ont une nature administrative. On appelle souvent ça des SPA, des services publics administratifs. Et puis d'autres ont une nature plus industrielle et commerciale. On appelle ça des SPIC. Alors certains ont vous êtes obligé de les ouvrir de par la réglementation. D'autres, ce seront à l'initiative du conseil municipal qui décidera ou non de créer ces budgets annexes. Donc vous allez avoir des relations qui vont s'établir entre ces différents documents de la même collectivité. Je vais passer au troisième principe, le principe d'universalité budgétaire. Alors ce principe d'universalité budgétaire est assez mixte. Vous avez un premier tiré que je vous ai mis. Normalement, ce principe empêche de contracter les dépenses et les recettes dans la prévision du budget. Donc en clair, si j'ai 100 de dépenses en matière de personnel et 10 de recettes pour des raisons XY, je ne peux pas budgéter 90. Je devrais budgéter deux sommes, la dépense en brut pour 100 et la recette en brut là aussi pour 10.
Le deuxième tiré que vous avez sous les yeux, donc lui par contre, c'est rappeler aussi que normalement, une recette d'une section vient financer l'ensemble des dépenses de la section. À ce principe, vous avez un certain nombre d'aménagements, là aussi. Alors c'est le cas de le dire avec la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est une recette qui, lorsque vous l'encaissez, doit prévoir un certain nombre de dépenses. Il en va de même pour la taxe de séjour, donc il y a une liste bien particulière, et les subventions d'équipement en section d'investissement sont là pour financer une dépense bien particulière d'équipement. Voilà ce que je puis dire pour ce principe d'universalité budgétaire. Je vais passer à la prudence et la sincérité. Alors la prudence et la sincérité, c'est un principe qui veut que normalement, lorsque vous allez inscrire des dépenses, vous devez faire une prévision par excès, et pour ce qui est des recettes, une prévision par défaut. Prévision par défaut, bien sûr, puisque vous allez inscrire des recettes qui sont notifiées. Alors je dis ça, sauf la fiscalité, sauf les dotations. Donc je pense notamment à des recettes comme par exemple les subventions, donc interdiction d'inscrire des recettes fictives si d'aventure vous n'avez pas eu confirmation par notification. Alors très bien, je continue. Le principe de permanence des méthodes, alors c'est un principe qui est permanent, là aussi c'est le cas de le dire. C'est un principe qui veut que normalement vous n'allez pas, en changeant d'exercice, modifier vos écritures, vos passations d'écriture. Ça suppose quand même, et on le verra à M57 notamment, que vous puissiez expliquer au lecteur, et puis en annexe, un certain nombre de changements de méthode, donc ce sera très très prégnant là-dessus. Le cadre comptable, alors lui, je change carrément de principe budgétaire. Le cadre comptable, eh bien, je vous parlerai notamment de la M57, donc je vous laisserai sur le site collectivité locale, même si l'image du site a changé, donc autant être très clair là-dessus. J'ai concocté une sorte de tableau qui va essayer un peu de préciser un peu votre situation. Alors, je tends à être très précis là-dessus. Pour les communes de moins de 3500 habitants, normalement, vous avez un plan abrégé. Le tableau que vous avez ici, c'est le tableau de l'ancienne M14. Donc je le dis dès le départ, attention, maintenant la M57 abrégée s'applique à toutes les communes de moins de 3500 habitants. Donc attention, il y a soit l'élargi, soit l'abrégé, et donc le plan qui vous concernera. Donc ne considérez pas que vous êtes à 500 habitants, c'est bon, et puis au-dessus, c'est foutu. Non, le plan est valable jusqu'à 3500 habitants, donc tout va bien. Vous pouvez, si vous êtes, je dirais, maso, allez vous placer sur un plan de compte par nature développé. Alors là, c'est toujours sur une base volontaire de votre commune. Hein. On le fait pas, hein, mais voilà. Personnellement, je ne le conseille pas. Le vote par nature, oui, là vous n'avez pas le choix, je dirais que là, à moins de 3500 habitants, vous n'avez pas le choix, c'est un vote qui s'appliquera, on le verra, par nature. Le vote par fonction, vous êtes exclu complètement, donc là, voilà. Jusqu'à 10 000 habitants, donc vous n'êtes pas concerné, donc vous, commune de moins de 3500 habitants. Les autres points, je le montrerai un petit peu plus tard. Donc, je vous propose d'avancer sur l'examen du plan de compte très rapidement. Donc, je vous donne rendez-vous à ce référentiel budgétaire et comptable M57, alors de préférence au 1er janvier 2022. Donc, c'est ça qui va servir de trame. La règle du mini-maxi, elle est toujours d'application. Elle était d'application sous la M14. Elle est aussi d'application sous la M57. Alors, par règle du mini-maxi,
vous devez aller au bout de la ramification du plan de compte. Ce plan de compte, je rappelle que c'est un outil qui est commun à l'ordonnateur et au comptable. Alors, s'il est commun, ça ne veut pas dire que tous les comptes seront utilisés indifféremment par les deux ordonnateurs et comptables. Non, il y aura quand même une spécialisation, il y aura sûrement des comptes communs, mais vous n'aurez pas toujours que des comptes communs. Il y aura des comptes à utilisation par un seul et pas par l'autre. Donc la règle du mini-maxi, c'est aller au bout de la ramification. Alors si ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sera l'application comptable. Je prends un simple exemple. Vous avez ici la ligne FCTVA avec le compte 10222. Donc si vous vouliez émettre un titre de recette sur le compte 10 ou 102, le logiciel vous dira non, ce n'est pas possible, ou 1022, là non plus, ce ne sera pas possible. Il faudra donc aller au compte 10 222. Alors, je dirais que hormis la simplification qui a été opérée, on retrouve, alors il y a juste une petite coquille de ma part, je n'ai pas enlevé le mot M14, vous mettrez M57. Hormis ça, comptes capitaux, c'est bon, les comptes d'immobilisation, c'est bon, les comptes à stock et en cours, on est toujours bon, compte de tiers, on est bon, compte financier, c'est toujours bon, compte de charge de produits, c'est toujours bon, comptes spéciaux, là on l'a. C'est bon, là aussi. Rien ne change hormis cette coquille. Donc, on est bon, toujours 8 classes dans le plan de compte. Alors, je vais faire juste un zoom sur un certain nombre de comptes qui me semblent vraiment d'importance. Après, chacun les prendra ou ne les prendra pas. Classe 1, donc je rappelle que c'est le compte une classe qui va concerner le bilan, donc autant dire la section d'investissement de la collectivité. Vous trouverez les comptes 10, 13, 16, 10 pour les dotations notamment en recettes, 13 pour l'ensemble des subventions d'équipement reçues qui vont nous concerner. Alors, vous êtes une petite collectivité, donc le compte 131 ne sera pas utilisé, mais le compte 132. Le compte 16, ce sera un compte qui marchera aussi bien en recettes qu'en dépenses, puisqu'il concerne les emprunts que vous contractez en recettes, que vous remboursez en capital. Donc voilà ce que je puis dire là-dessus. La classe 2, c'est bien évidemment là aussi un compte de bilan, cette fois-ci pour les dépenses d'investissement. La nouveauté apparaîtra notamment, on le verra, donc effectivement on est sur des précisions beaucoup plus importantes qu'on retrouvera. Alors vous avez le compte 20, bien sûr, avec les immobilisations dites incorporelles, comme son nom l'indique. Très bien. Le 21 avec le corporel. Alors effectivement, il faut quand même faire attention. Le compte 204, qui est normalement, on le retrouve presque intégré dans le compte 20, c'est un chapitre à part, avec les fameuses subventions d'équipement que nous pourrions être amenés à verser. Alors c'est vrai que vu la taille de la commune, je doute fort que vous ayez versé beaucoup quand même de subventions d'équipement. 23, c'est le chapitre donc, des encours. Donc dès lors que vous avez des opérations qui peuvent avoir un caractère pluriannuel, c'est un compte qui va connaître un fort développement en M57, même si ce n'est pas l'objet principal de cette formation, sachez-le, c'est quand même quelque chose qui va beaucoup connaître d'évolution. 26-27, si vous achetez des participations, faut-il les avoir ? Vu la taille de la commune, je doute fort que vous ayez ce genre de poste, mais qui sait. Classe 3. Alors je rappelle que nous n'avons pas en principe de comptabilité de stock. Nous sommes donc avec une classe 3 qui en principe n'est pas utilisée, sauf deux exceptions auxquelles je pense. Je pense notamment les lotissements qui font l'objet d'un budget annexe et pour lesquels là, la comptabilité de stock devient impérative, hormis ce cas bien particulier pour les communes. Je pensais aussi aux zones d'activité économique. Là aussi, mais là ce sont les intercommunalités qui gèrent ce genre
de zone. Donc là, la classe 3 restera largement inutilisée. Classe 4. 3 comptes vont attirer votre attention. Le compte 454, 455, 458. Alors, autant être très clair, ce sont des travaux pour compte de tiers où il n'y aura pas de propriété comme dans la classe 2. Donc à vous d'être très lucide là-dessus. Hein, il n'y aura pas de propriété. Classe 5, là c'est très clair, ce n'est que d'utilisation par le comptable. Vous pouvez avoir via Helios la possibilité de consulter la trésorerie de la collectivité, je pense notamment le compte 515. Ça sera donc utilisé par le comptable en particulier. La classe 6, gros changement, elle sera allégée, notamment ce qu'on appelait avant les dépenses exceptionnelles. Sinon le reste reste donc stable, l'exploitation, le financier. La seule chose qui va changer, ce sont notamment l'affaiblissement du compte 67, où notamment les pénalités de retard, les amendes donc fiscales ne seront plus reprises dans ce type de dépenses, donc au compte 67, mais rapatriées dans les comptes d'exploitation. 66, oui, c'est toujours en relation avec une banque, je pense notamment le paiement des frais financiers. Donc nous avons toujours une structure stable. Enfin, j'en arrive à la classe 7. Alors la classe 7, comme pour la classe 6, vous avez des recettes dites d'exploitation. Produits et services, oui, donc pas mal de domaines. Hein. 73, les impôts et taxes, oui. 74, l'ensemble des dotations, participations, oui. Excusez-moi. 75, autres produits de gestion courante. Même structure. 77, là aussi, nous allons avoir assisté à une simplification. Et donc, en clair, là aussi, changement aussi d'appellation. Nous n'avons plus des produits dits exceptionnels, mais des produits dits spécifiques. Alors, nous arrivons au bout de la présentation express que je qualifierais. Cette présentation express constitue le premier module de présentation. Nous nous retrouverons avec le deuxième module et je vous donne donc rendez-vous très rapidement. Merci pour votre attention. Au revoir.